Si vous limitez vos masters plus de quelques dB pour essayer de sonner fort et que certes vous mesurez loud, eh ben, je vais vous dire un truc, vous vous trompez, vous faites les choses vraiment à l'envers. Tout simplement pourquoi? Parce que votre master va certes mesurer loud, mais en réalité il ne paraîtra pas aussi loud qu'un autre master sur lequel on aura gardé le punch, parce que, attention spoiler alerte, les limiteurs écrasent le son, vous sonnez écrasé et c'est tout ce que vous voulez pas concrètement, parce que les titres et les mix qui eux sont bien faits sonnent super punchy et ils ne limitent pas comme des sagouins leur master. Si vous galérez à avoir des mix qui sonnent aussi denses, aussi loud, quand vous avez fini vos mix, que vous avez passé littéralement des heures, des jours, on connaît tout ça, et que vous comparez par la suite à vos artistes préférés, à des tracks du commerce, et que vous tombez des nues tellement vous êtes moins fort, moins dense, moins in your face, plus mat, tout ça, je pense qu'on connaît tous ce que ça fait. C'est super frustrant. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une masterclass là-dessus. Je vais vous donner exactement tout ce que vous devez connaître, vous faire une formule en 5 étapes que vous pourrez suivre, appliquer dans n'importe quel genre de musique, n'importe quel do, peu importe, on s'en fout. Dans tous les cas, ça va fonctionner, ça va vous apporter des vrais résultats. Sincèrement, vous trouverez ce genre d'infos nulle part sur YouTube ou alors en payant. Let's go les amis. Avant qu'on commence les amis, si vous voulez vraiment recevoir des tips quotidiens, vraiment vous instruire, avoir plein d'infos qui viennent directement de moi, c'est moi qui fais ça tous les jours. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, c'est 100% gratuit. Vous allez recevoir en plus 300 presets sérum haut de gamme plus une formation 100% gratuite. C'est full gratuit, full valeur. Si vraiment ça vous intéresse, on met tous les liens en dessous. Petit disclaimer les amis, attention, ici je vais vous parler de techniques pour sonner plus fort, des techniques que les pros, que j'utilise quotidiennement pour faire sonner des tracks fort, pour être dans la compétition. Je veux pas non plus encourager le fait de faire sonner fort pour faire sonner fort, parce que c'est teubé, c'est bête. Certains genres de musique, certaines tracks en bénéficient parce que ça fait aussi partie d'un choix artistique et d'un esthétique, mais d'autres titres n'en bénéficient pas forcément, et il faut pas tout faire sonner fort et tout écraser comme des cons pour rien, d'accord? Il faut que ce soit fait de manière intelligente et jamais au détriment de la qualité audio. J'appuierai jamais assez fort là-dessus. Il s'agit pas de faire sonner fort pour sonner fort, il s'agit de faire les choses bien dès le début pour sonner bien et en plus fort, d'accord? Donc on fait jamais de compromis. Donc je préfère vous montrer les techniques pour vous donner vraiment les choses comme elles se font et que vous le fassiez bien, plutôt que d'avoir des gens qui écrasent leur master dans des limiteurs, qui font n'importe quoi, et avoir des trucs qui sonnent écrasés, smashés, comme il y en a beaucoup trop sur le marché. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo. Enjoy. Alors les amis, voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à voir. Je vais pas faire d'exemple sonore. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ici on parle des concepts qui s'appliquent partout. En fait, concrètement, ça sert à rien de vous balancer plein d'exemples sonores qui sont un contexte, un exemple bien précis, alors qu'ici, au contraire, je vous parle de technique générale et de concepts, en fait, de principes à bien piger, mais qui peuvent s'appliquer absolument partout, sur tous les genres de musique, peu importe, dans tous les dos, peu importe, ok? Alors, le premier truc qu'on va voir, c'est l'arrangement, la prod, le sound design. C'est le truc le plus important parce que c'est ce qui dicte tout. L'arrangement, en réalité, c'est littéralement le début, c'est la source, c'est l'ADN de votre prod. Donc, si dès le début, là, vous faites l'arrangement d'une certaine manière, ou plutôt que vous ne suivez pas une certaine méthode, ça va être très compliqué derrière de faire sonner ça compétitif, parce qu'on va pas se mentir, c'est une vraie compétition. Et il y a plusieurs en fait choses à tenir en compte quand vous arrangez. Et quand je parle d'arrangement, on va rajouter aussi carrément prod, hein. Donc tout ce qui est production, on s'en fout, sound design, ok, enregistrement, peu importe. Les premières étapes qui créent votre musique, les premières décisions que vous allez prendre sont super importantes parce qu'elles vont dicter tout le reste. C'est en fait les fondations, c'est le tout début de votre prod, de votre son. Si à ces étapes-là, hein, vous faites des choix bancaux, le reste qui se construit dessus va être bancal aussi. Donc il y a plusieurs points à tenir et à prendre en compte quand vous produisez. Le premier étant, alors je pense le plus important, ça va être ces deux-là, ok, ça va être la séparation et l'équilibre spectral. Donc concrètement, quand vous composez, en gros, pour vous faire une image, hein, imaginez-vous, hein, là vous avez 20 Hz, ok, puis là vous avez 20 K. En gros, quand vous choisissez vos sons, peu importe que vous les choisissiez, que ce soit du choix de sample, que vous les produisiez vous-même, c'est-à-dire en faisant du sound design dans des synthés, ou que vous fassiez de l'enregistrement, dans l'idée, faut vous dire qu'il faut penser fréquentiellement, faut penser de manière spectrale. C'est-à-dire, vous prenez un élément, ok, peut-être j'ai un kick, boom, ok, il prend cette zone-là. Ensuite, j'ai ma snare, elle prend peut-être cette zone-là. Ok, après, ensuite, j'ai ma voix, bon, la voix, on sait, ça prend une grande partie. Maintenant, j'ai un synthé, ok, mon synthé, peut-être, au lieu d'avoir la fondamentale pile poil sur la même fondamentale que ma voix ici, je vais peut-être le jouer une octave au-dessus et le faire jouer là. Comme ça, je crée déjà une séparation entre ces deux éléments.
etc., etc. Le principe étant de choisir, enregistrer, sound designer vos sons en fonction pour qu'il y ait naturellement un maximum de séparation spectrale, de séparation fréquentielle pour éviter un maximum dès le début les effets de masquage et aussi temporel. C'est-à-dire quand je parle de temporel, c'est-à-dire quand vous faites jouer, quand vous faites vos notes, vos événements MIDI, quand vous enregistrez, peu importe de nouveau, arrangez-vous le maximum possible pour qu'il y ait de la séparation autant fréquentiellement, mais aussi temporellement. C'est-à-dire concrètement, je vous donne un exemple simple, quand vous jouez votre kick, par exemple, qui est là, si vous voulez faire une note MIDI de basse qui s'entend, qui est pile poil en même temps que le kick, mais en réalité, faites-la jouer légèrement derrière, comme ça, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous séparer ici, ça va laisser un tout petit temps. Si vous le faites bien, ça va pas forcément s'entendre. Ça peut être une forme déjà de pré-sidechain, si vous voyez ce que je veux dire. Naturellement, en fait, votre kick va plus respirer. L'attaque du kick va beaucoup mieux percer à travers le reste. Et c'est plein de petits détails comme ça qui, mis bout à bout et additionnés, vont faire toute la diff. Si en vrai, déjà, votre kick back, vous arrangez pour avoir genre votre kick, par exemple, hein, qui tape en 4-4 comme ça. Je le dessine comme ça et que vous avez vos basses qui jouent juste pas en même temps que le kick, par exemple, genre une là, enfin peu importe, vous voyez le principe, hein? Bah là déjà naturellement, avec ce genre d'arrangement-là, vous avez déjà un truc qui est ultra séparé et le sidechain sera d'autant plus facile et s'il faut même, il y aura des fois pas besoin de sidechain. Vous voyez ce que je veux dire? Le principe, ça c'est un exemple extrême, mais le principe est là. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce principe en tête de produire comme ça. Alors, certains d'entre vous vont sûrement se dire: «Oui, mais la production, c'est un art, on doit pouvoir faire ce qu'on veut, c'est des choix artistiques». Oui, certainement, mais tenez compte d'un truc, c'est que c'est aussi une compétition, c'est aussi un business et si vous voulez rentrer dans ce jeu du «je suis le plus loud, je suis le plus bright, je suis le plus de base, je suis le plus large, je suis le plus ci, le plus ça», bah, il y a en réalité, si on regarde concrètement, des formes de compromis, on va dire, artistiques à faire et que tout le monde fait, en fait. Donc si vous voulez pas le faire, il y a aucun problème, mais dans ce cas-là, sachez que vous arriverez un petit peu moins loin dans cette compétition, tout simplement. C'est juste, en fait, c'est un fait. Il s'agit pas de je vous donne même pas mon avis. C'est juste, c'est un fait. C'est soit vous le faites, soit vous le faites pas, soit vous le faites à moitié, c'est à vous de voir, mais ça va dépendre aussi du résultat que vous voulez. OK? Mais donc ce genre de truc-là, ce que je vous dis là, c'est la base. C'est vraiment, vraiment, vraiment le nerf de la guerre. En fait, on doit choisir, je vous l'ai dit, hein, de manière à éviter un maximum les effets de masquage, de manière aussi temporelle, mais ça revient à même, hein, ça évite un petit peu les effets de masquage. Et le troisième gros point, c'est l'équilibre. Je vous l'ai mis ici, hein, l'équilibre spectral, en faisant un bon arrangement, en choisissant qu'est-ce qui joue et quand, et à certains moments spécifiques, on peut faire un truc très équilibré naturellement. Donc ça, c'est aussi le troisième point. Ensuite, j'ai mis simple. Donc simple, pourquoi? Parce que si vous regardez tous les trucs bien faits concrètement, c'est souvent, en tout cas à 90%, des arrangements qui sont simples. Et quand on parle de simple, ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile à faire, attention, hein. Parce que le plus un arrangement est simple, le plus vous devrez avoir une idée artistique derrière pour backuper ça forte. Donc c'est un gros piège classique, souvent les plus débutants, voire même des intermédiaires avancés, tombe un petit peu dans ce piège de surcharger les arrangements pour compenser en fait une idée artistique un peu faiblarde et du coup ben, ça paraît mieux en chargeant, mais le problème c'est que le plus on charge, le plus c'est difficile à mixer, le plus on aura de problèmes de masking, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, en fait le plus ça complique tout. Donc de manière générale, le plus on peut rester simple et avoir un truc fort directement, le mieux ce sera. Et généralement, enfin en tout cas personnellement, c'est ce que je préfère. Le plus, enfin, c'est l'approche minimaliste, excusez-moi, de la musique, c'est vraiment une approche géniale. Parce que quand on arrive à avoir une idée assez forte artistique et qu'on a un arrangement sain et que tout va bien et que tout s'embrille, tout est facile derrière techniquement, donc ça simplifie tout. Et beaucoup de tracks pro, beaucoup de trucs bien faits vont dans ce sens-là, quoi. Ok, donc c'est un truc que je devais mentionner, aller dans le côté simple. Et ensuite, je vous ai mis stéréo. Pourquoi? Parce que c'est à cette étape-là, ok, c'est à l'arrangement, à la prod, le sound design, l'enregistrement, que vous allez décider, si vous le faites bien, comment faire la stéréo, qu'est-ce qui est stéréo, qu'est-ce qui est mono, etc. Bien entendu, tous ces trucs-là, on peut les gérer au mix, etc. Mais de manière générale, ça se fait vraiment, c'est des choix en fait qui doivent se faire à cette première étape. Pourquoi? Parce que de la vraie stéréo, c'est si on enregistre, utiliser deux micros qui créent vraiment une source stéréo, une vraie. Si on fait du sound design, c'est pareil, on peut créer de la vraie stéréo en faisant notre sound design. Pareil, en faisant des layers, en choisissant des samples, etc. Enfin bref, on a vraiment cette vraie stéréo qu'on peut créer qui est super convaincante, qui sera 10 fois plus naturelle,
plus fat aussi. Ça sert aussi à faire des sons qui sonnent plus gros que nature, plus fat, l'effet 3D, etc. Ça participe aussi au ressenti, à la perception du côté loud. Donc, si on veut le faire bien, il faut le faire à ces étapes. Et si on ne pense absolument pas à tout ça au début, puis qu'après coup, au mix uniquement, on se dit, OK, maintenant je vais commencer à gérer ma stéréo, etc. C'est vraiment, on va dire, dommage et une manière très, très amateur de voir la chose. Parce que sachez que voilà, de nouveau, ce genre de truc se fait dès le début et c'est des choix en fait, hein. De nouveau, je l'ai déjà dit plein de fois dans plein de vidéos, mais tout ça, l'arrangement, la prod, le sound design, le mixage, tout ça, c'est une succession de, franchement, je pense, en des centaines, voire des milliers de petits choix, de petites décisions que vous prenez et vous devez prendre un max de décisions le plus tôt possible en réalité. Aujourd'hui, tout le monde a tendance au contraire à tout repousser le plus loin possible parce que la technologie nous permet de toujours revenir, de toujours retoucher, blablabla. Mais en vrai, c'est con, c'est dommage parce qu'en réalité, le plus tôt vous prenez des vrais choix, le plus vite vous avancez vers le résultat, le plus vite vous pouvez aller loin sans perdre le recul et meilleures seront les décisions d'après que vous prendrez au mix, etc. Enfin, la plupart du temps. Donc voilà, globalement, j'ai mis stéréo ici parce que c'est important et ça participe aussi à tout ça. Ok, donc voilà, première étape, vraiment arrangement. C'est le nerf de la guerre, hein. Déjà là, vous pouvez faire un truc qui est super bien, pas mixé, mais qui est super bien séparé, c'est-à-dire où on entend toutes les sources nickel et tout. Il y a vraiment un maximum d'effets de masquage qui ont été évincés dès le début, si vous voulez, qui sonnent déjà équilibrés et en fait qui sonnent déjà bien, tout simplement, qui sonnent déjà très bien finis. Et ensuite, les couches d'après, c'est-à-dire mixage, mastering, vont amener encore ce petit vernis supplémentaire. Mais le nerf de la guerre, c'est ça, quoi, hein, et en loudness encore plus. Ensuite, deuxièmement, la deuxième étape, c'est de gérer tout ce qui est dynamique et valeur pic. Parce que bien sûr, le plus on a une dynamique élevée en termes de valeur pic, le moins on peut sonner dense et loud, hein. Bien sûr, c'est toujours c'est de la physique, si vous voulez, hein. On a une certaine dynamique, une certaine plage dans laquelle on peut faire évoluer notre waveform, hein, tout simplement, hein. Si on regarde le master ici, bon, là je vous fais un côté en mono, mais bref, on a une certaine dynamique, hein, qui est énorme en vrai, mais on ne peut pas aller plus loin, hein, que ce fameux 0 des BFS. Donc du coup, ben voilà, on doit gérer en fait au mieux nos niveaux pics pour évoluer et faire que notre waveform finale, parce que ça c'est un autre truc à bien comprendre, c'est qu'au final, quoi que vous fassiez, tout finit sur 2 canaux, gauche-droite, hein, c'est 2 waveforms gauche-droite, et tout finit là-dessus. Au final, tout n'est que une addition, sommation de plein de sources qui finissent par faire une seule même waveform. Donc, ça implique de vraiment comprendre en fait les interactions qui se passent et qu'est-ce qui se passe quand on somme plusieurs sources en termes de valeur pic, en termes de phase, etc. Parce que c'est là le nerf de la guerre de nouveau pour gérer la dynamique et tout ce qui est niveau pic. Et donc, le premier truc à comprendre, c'est le premier point que je vous ai mis là, c'est gérer ça par niveau. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que vous aurez toujours meilleur temps, admettons, si vous devez bouffer 4 dB d'une manière ou d'une autre sur une source, de bouffer ça en 2x2 ou en 4 fois 1 dB par exemple, que de le faire en une seule fois en 4 dB. Ce que ça veut dire concrètement, comment appliquer ça concrètement dans vos sessions, c'est gérer le niveau pic, contrôler le niveau pic de toutes vos sources par étapes, en commençant par les pistes individuelles, hein. On commence par les pistes individuelles, d'accord, dans votre mixeur. Donc, je vais mettre piste. Ensuite, ces pistes finissent dans des groupes, ok, GRP. Et là, pareil, on va gérer ça une fois encore ou deux. Et après, on a toujours le master. Là, je schématise, je simplifie, mais en gros, voilà, il faut gérer les niveaux pics sur les pistes individuelles, sur les groupes, sur les surgroupes et au master. Et en fait, comme ça, on va gérer les niveaux pics par petits paliers et à chaque fois un petit peu, ça va permettre de le faire d'une manière beaucoup plus transparente en fait, en évitant en fait un maximum les artefacts. Donc ensuite, vous allez sûrement me dire, mais comment gérer ça? Alors, il y a plusieurs outils. On peut gérer ça déjà avec des clippers, avec des limiteurs, mais aussi avec des compresseurs d'une certaine manière, si on sait bien s'en servir, avec de la saturation, du wave shaping. C'est les 4 gros process, en gros, pour gérer son niveau pic de la manière optimale. Mais des fois, ça peut être aussi tout simplement avec du gain, hein, vraiment gérer, faire des automations de gain sur vos pistes, hein. Si d'un coup, il y a un signal qui, hop,
pique un peu trop à un moment, qui est un peu trop fort à un moment, bah, j'ai fait des automations de gain, etc. Alors, je peux pas rentrer dans le détail de chaque point, sinon on ferait une vidéo de 10 heures, ce sera un cours de 10 heures. Hein. De nouveau, ici, je vous donne vraiment de nouveau les principes. Mais voilà, vous devez gérer vos niveaux pics par étape, par palier, petit à petit. Et après, bah, ça implique bien sûr de connaître tous ces outils, de savoir quel outil correspond le mieux à quel type de source, etc. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Et voilà, on va avancer. L'autre technique dont je veux parler, c'est le clip to zero technique. Donc ça, c'est une technique, en fait, c'est un terme qui a l'air un peu complexe comme ça, qui a l'air ouf, waouh, c'est une technique de malade. Mais en fait, en fait les gars, c'est vraiment pas grand-chose. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer là. C'est-à-dire, c'est de clipper à zéro. La technique originelle, c'est de, à chaque fois, clipper à zéro. Je vous donne un exemple. Alors, vous prenez par exemple votre kick, ok, on le clip, on le fait taper, on le clip un petit peu. Le max qu'on peut à l'oreille, bien sûr, avant que ce soit audible. On veut pas de satu. Le but, c'est de le faire transparent. Ensuite, on a notre basse. On clip un petit peu notre basse. Ensuite, on réunit kick basse dans un groupe. Évidemment, l'addition des deux suivant ce qu'on fait. Alors, ça dépend des sidechains et compagnie. On va le voir juste après, mais l'addition des deux peut faire qu'on a une valeur pic légèrement plus élevée. Et là, on reclippe ça à zéro. Ensuite, on a notre kick bass clippé à zéro. On a peut-être des drums, des hats, des snares, etc. On remet ça avec, on refait un groupe des deux. On a une valeur qui repique un petit peu plus et on reclippe à zéro, etc., etc., jusqu'au master. Ça, c'est en gros la technique. Là, je vous schématise, mais en gros, c'est ça. C'est de contrôler votre niveau pic par palier, petit à petit, à chaque fois que vous rajoutez une source jusqu'au master. Et c'est une technique que vous pouvez faire plus ou moins ardemment, on va dire. À l'extrême, bon bah oui, certainement, ça va vous faire sonner fort, mais en même temps, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la dynamique pour sonner loud. Hein. La dynamique est un des paramètres, mais vous allez voir qu'il y en a plein d'autres. Donc voilà, je voulais juste la mentionner. Ça rejoint ce que je disais ici, gérer par niveau. Ça, c'est un petit peu la méthode un peu plus extrême. Mais en gros, c'est clipper par palier petit à petit vos signaux jusqu'au master pour s'assurer que votre master soit une belle saucisse bien clippée, qu'il n'y ait rien qui dépasse au-dessus du zéro. Après, bon, bah voilà, dans certains genres de musique électronique, ce qu'il faut vous dire, peut-être que ça va paraître extrême, hein, ce genre de process, etc., pour certains qui ne sont pas trop dans ce game, mais enfin, ça fait partie de l'esthétisme de certains genres de musique. Et, enfin, maintenant, en vrai, franchement, les 3/4 de musique électronique, plus ou moins, tout tend vers le plus hard, vers le plus violent, vers le plus loud. Donc, c'est des techniques de plus en plus valables pour tous les genres de musique électronique. Et c'est des choses qui se font que tout le monde fait. Hein. Je veux dire, si vous voulez vraiment être dans la compétition, bah, il faut déjà en tout cas avoir notion de tout ça et le faire parce que sinon, bah, on n'arrive pas à sonner aussi fort parce que tout le monde a poussé ça un petit peu à l'extrême. Ok, donc voilà. Ensuite, on a le timing et la phase. Donc ça, c'est super important. Le timing, par là, je veux dire, il faut comprendre ce qui se passe quand on additionne des sources et comprendre qu'est-ce que ça peut engendrer comme résultat différent quand on change le timing. Alors pour ça, un exemple très classique, je vais vous le dessiner là. Vous avez votre kick comme ça, ok, et un temps sur deux, on a un clap qui vient par... excusez-moi, pas là, okay, là. Voilà. On a un clap qui vient. Donc, toum, tcha, ok. Le truc, c'est que si maintenant on regarde le résultat global en valeur pic, ok, bien entendu que quand il y a le kick et le clap qui tapent en même temps, bah, on va avoir une valeur pic plus élevée que quand il n'y a que le kick qui tape. Bien entendu, c'est normal. Hein, je veux dire, voilà, on additionne deux signaux. Donc, le timing va être de simplement essayer, c'est des techniques, hein, ça ne marche pas toujours, mais souvent, on peut un petit peu, par exemple, retarder ou avancer le clap par rapport au kick. Et de ce fait, on a une sommation entre les deux transients qui est moins violente. Donc, une valeur pic derrière, au final, sur votre master ou sur votre drum bus ou etc., moins haute. Vous comprenez? Donc, en fait, quand on dit qu'on doit gérer le niveau pic par étape, c'est toujours juste. Mais c'est pas forcément que en clippant, que en limitant, d'accord? Ça peut être aussi tout simplement... En fait, on en revient à l'arrangement. Hein, ça, c'est de l'arrangement. En arrangeant vos différentes sources de manière à ce qu'il y ait moins de sommation au final, tout simplement. Et ça peut être des fois créer des légers décalages, éviter que deux transients forts se retrouvent l'un sur l'autre. Ça aura plusieurs avantages. C'est que déjà, il y aura des valeurs pics moins élevées au final, mais aussi qu'on percevra mieux peut-être les deux sources. Il y aura moins d'effet de masquage. Ok, donc ça, c'est le principe. Timing et phase, c'est gérer ça. Et ensuite, il y a des manières aussi de gérer la phase. Alors ça, c'est des trucs un petit peu plus avancés, mais on peut utiliser ne serait-ce que déjà des EQ. Les EQ agissent sur la phase, hein, comme vous le savez certainement. Donc, c'est aussi des tools qui permettent non seulement de changer les fréquences, mais qui changent la phase des signaux. On peut utiliser des all-pass filters, suivant les cas, pour vraiment juste shifter la phase de certains signaux et voir comment l'addition de tout ça change. Et il y a plein de choses à faire. Donc là, de nouveau, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que cette vidéo s'adresse plutôt un peu débutant, entre guillemets, pour vraiment vous donner
les grosses bases, mais sachez que c'est des techniques qui se font. Et par exemple, ça, je vous montre ça de A à Z, justement, dans ma formation Learn Secrets, hein, où, en gros, on va voir tout ce qu'on voit dans ici, hein, mais de 1000 fois plus en profondeur, où là, vraiment, pour le coup, je vous montre toutes les techniques, je vous montre tout en profondeur. Bon, c'est une formation qui est avancée, c'est même pas pour les débutants, on va dire, c'est pour les bons intermédiaires avancés, d'accord? Mais je pense que c'est quand même important que vous connaissiez un petit peu ce qui se fait, comment le faire, ça viendra après, mais surtout ce qui se fait, et du coup, ça va vous permettre peut-être d'être sur le bon chemin et d'apprendre les choses dans le bon ordre aussi. Parce que c'est important et c'est un peu le problème avec tous ces tutos qu'il y a sur YouTube. Donc bref, voilà, si vous voulez vous former deep là-dessus, sachez que j'ai une formation qui s'appelle Learn the Secrets qui vous apprendra tout ça, et sachez qu'elle est à moins 50% encore jusqu'à demain. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Ensuite, les amis, nous avons le masquage. Donc le masquage, c'est un des points aussi super importants dans le Learnest, parce que le plus on a de sources qui se masquent, le plus c'est dur de faire sonner ça propre et loud, parce que en fait ça va révéler encore plus ces problèmes de masquage, si vous voulez. Donc dans les problèmes de masquage, en fait il y a 3 gros points. Il y a les transients. Donc les transients, je vous en ai parlé un petit peu juste avant avec l'histoire du kick clap ici. C'est cette histoire-là, c'est-à-dire c'est de gérer les transients, c'est de laisser en fait surtout la place au bon transient, de taper au bon moment. Dans un mix globalement, les sources, elles ont toutes plus ou moins des transients, souvent leur nature, quoi. Par exemple, les drums, bien évidemment, ça a plus de transients qu'un pad, par exemple. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut laisser les transients les plus importants taper au bon moment par rapport aux transients les moins importants. De manière classique, si on prend globalement la musique électronique, je pense que le kick, clap, snare, en gros, ça va être un peu les éléments les plus importants, où les transients vont devoir être le plus fort par rapport au reste. En tout cas, si vous voulez que ça sonne moderne et que si vous voulez que ça sonne comme il faut. Parce que si le transient du kick n'a pas la place pour passer à travers le reste, en fait, il va jamais sonner punchy. Et le punch, en vrai, vous allez voir après, c'est un élément très important par rapport au ressenti. Vous pouvez avoir 2 morceaux, en vrai, qui mesurent le même loudness. Donc vraiment, hein, en termes de chiffres, vous êtes les deux, j'en sais rien, moi, à moins 7 LUFS. S'il y en a un des deux qui est plus punchy que l'autre, celui qui est plus punchy va vraiment paraître vous sonner plus fort. Pourquoi ? Parce on va avoir l'impression qu'il sonne plus près de nous. Pourquoi ? Parce que les transients, c'est une des informations que notre cerveau utilise pour localiser des sources, entre autres. Et c'est tout simplement en fait le punch. Hein, c'est une sensation de power, quoi, de puissance. Voilà. Et le plus on est punchy, le plus ça a l'air d'être puissant, le plus on dirait que c'est proche de nous. Donc le plus, c'est potentiellement plus loud, même si loud, c'est pas vraiment le bon terme, parce que du coup, ça mesure le même loudness. Mais sachez un truc, que les mesures LUFS ne disent pas tout. On peut avoir, comme je vous le dis, suivant ce qu'on fait, des masters qui mesurent le même loudness, hein, et pourtant, un des 2 masters paraît être quand même un peu plus fort. C'est tout à fait possible de le faire, et justement, ça engendre de bien comprendre tout ça. Ok, donc les transients, en termes de masquage, il faut leur laisser la place dans le bon ordre. Il y a une sorte de hiérarchie des transients. À vous de voir dans vos prods quel transient doit être le plus fort, le plus violent, et taper le plus devant par rapport aux autres. Typiquement, si on regarde les drums, kick, clap, snare, suivant les genres, ça va être un peu ce qui doit être le plus devant. Souvent, c'est le kick, hein, quand même. Enfin, en tout cas, en techno, etc., là où il y a des kicks en 4/4. Après, drum and bass et compagnie, ça dépend. Ça peut être kick, snare, un peu au même plan. Et en 2, peut-être, ce sera, je sais pas, tout ce qui est hat, perc, etc., par exemple. Hein. Enfin, c'est des exemples. Ça dépend de nouveau des genres de musique. Donc, pour que ce soit cohérent, pour que votre mix aussi en profondeur sonne bien, vous allez devoir gérer ça et laisser la place aux transients de taper au bon endroit. Donc de nouveau, ça va passer par des techniques genre ça. Ça va passer par l'arrangement, la prod toujours, hein, c'est toujours relié. Mais ça va aussi passer par beaucoup, hein, le secret, on va pas se mentir, c'est le sidechain, quoi. C'est sidechainer plein d'éléments par rapport aux autres éléments pour que on laisse la place et qu'on évite un maximum d'effets de masquage. Parce que quand on sidechain, en réalité, on choisit à l'instant T quelle source passe devant l'autre, et du coup, on a plus d'effets de masquage. Donc, typiquement, kick va sidechainer basse, mais va sidechainer aussi souvent d'autres trucs, des synthés, tout ce qui peut être riche, tout ce qui peut venir, on va dire, masquer l'attaque du kick. Hein. Parce que si on dessine un kick comme ça, par exemple, voilà, on a cette partie-là, c'est plus des mids. On doit aussi faire gaffe à cette partie-là, et ça peut engendrer différents types de sidechain. Sur un sidechain de basse, par exemple, on va pouvoir faire un sidechain un petit peu plus long, par exemple, qui peut ressembler à ça.
hein, si on fait et là, il y aurait le kick qui tape comme ça. Mais par exemple, si on sidechain sur un synthé, on va plutôt faire ça, un sidechain très court comme ça, qui va venir juste laisser la place à l'attaque du kick, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? De la même manière, on a les sidechains obvious qui pompent du volume, c'est-à-dire qui déclenchent une automation en gros de volume, que ce soit avec un comp, du gain, peu importe. De nouveau, il y a 15 manières de faire des sidechains, on ne rentre pas là-dedans ici, mais on a ce sidechain qui dock toute la source, mais on peut faire aussi des sidechains beaucoup plus discrets qui vont cutter certaines fréquences uniquement quand l'autre joue. Par exemple, on peut utiliser Source, Track Spacer et plein d'autres outils, même Pro Q4, etc. en mode spectral, où ça va venir vraiment creuser de manière précise certaines fréquences par rapport à l'autre source, mais pas toute la source, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi des manières d'enlever des effets de masquage. Et sachez un truc, c'est que de sidechainer, de nouveau, de faire tout ce process-là, mais ça va aussi aider tout ce process-là, tout le niveau peak design, parce que quand vous faites des sidechains, en vrai, quand le kick tape puis qu'on dock une autre source, bah, on évite l'addition du kick et de l'autre source en même temps, donc on réduit aussi la valeur peak. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est relié, tout est intrinsèquement relié, donc ça va aussi aider à ce niveau-là, mais ça va aussi surtout aider à ce qu'il n'y ait pas cet effet de masquage et qu'on ait une sensation de tout bien entendre. Si on prend à l'extrême, en fait, ce process-là, et qu'on prend des genres comme la dubstep, souvent la drum and bass, enfin pas mal de genres où en fait le loudness est le plus dominant, ou là, les musiques les plus loud qui existent. Concrètement, si on regarde vraiment ce qui se passe, c'est presque ce qu'on pourrait appeler de la one-shot music, c'est-à-dire que à chaque instant T, on a presque chaque élément qui joue seul. Hein. C'est genre, quand il y a le kick qui tape, bah, fondamentalement, si on regarde bien, il y a tout qui est ducké comme ça. Il n'y a rien qui joue à l'instant T même du kick. Mais droit derrière, par exemple, bon, on a une grosse basse qui vient. Et là, pareil, quand il y a la basse, il y a beaucoup moins de trucs. Il n'y a quasi rien d'autre que la basse, en fait. Et ensuite, il y a peut-être la snare qui tape. Et là, pareil, il y a un gros duck. Il y a un énorme trou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, à chaque instant T, chaque place est presque... Enfin, chaque élément est presque en solo. Et c'est comme si chaque élément allait s'imbriquer, morpher l'un dans l'autre, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça, le principe à l'extrême. Et c'est ce qui permet de faire sonner très, très loud. Après, on peut jouer à ça à différents niveaux. Et suivant les différents styles de musique, c'est plus ou moins de manière extrême appliqué. Encore une fois, dubstep, drum and bass, rhythm, machin, tous ces trucs-là, c'est très, très, très extrême. C'est vraiment presque ça. C'est presque one-shot sur one-shot qui jouent les uns derrière les autres. Après, quand on rentre dans tout ce qui est techno, house, machin, etc., c'est des trucs un peu moins loud quand même, qui sont un petit peu plus low en termes de loudness. On a un petit peu moins ça. On a souvent un peu le kick qui trigue pas mal le reste, c'est-à-dire le kick est très cleané, l'attaque du kick a vraiment la place pour taper à travers le reste, mais après le reste peut un peu plus se mélanger, et ça dépend les styles de musique, vous voyez ce que je veux dire. Mais que vous compreniez un petit peu le principe, ça c'est un jeu qui est très 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 joué et où les gens vont très loin selon les genres de musique. Et pour finir ici, on a un nettoyage EQ, donc ça rejoint un petit peu, c'est juste parce que voilà, ça fait partie du process. Là, c'est vraiment le fait, là de nouveau je vous donne l'extrême, c'est le fait que chaque source doit avoir uniquement les fréquences utiles dont elle a besoin pour qu'on l'entende et pour que ça sonne bien. Dans chaque source, souvent il y a des trucs qu'on peut enlever, qu'on peut cutter, que ce soit des low cuts, que ce soit des high cuts et aussi des cuts tout simples. Il y a souvent des zones qu'on peut enlever. Typiquement dans les basses, on peut souvent aller creuser entre les 2, 3, 400 Hz. Dans les kicks aussi, dans les synthés, on peut enlever des zones un peu muddy aussi à certains endroits. On peut enlever les extrémités. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça aussi, ça enlève de l'info et ça permet d'avoir moins de masquage et ça permet de créer une meilleure séparation, en fait, tout simplement. Ok? Donc voilà pour le point 3, les amis. Si vous voulez d'autres vidéos deep sur le masquage, sur comment éviter le masquage, sur comment gérer le masquage, marquez masquage dans les commentaires et je saurai qu'il y a de l'intérêt là autour et je vous ferai du contenu. Le point 4 maintenant, qui est très très important et même un des plus importants à comprendre, c'est la balance spectrale et le punch. J'ai réuni les deux parce que sinon, de nouveau, on va passer des plombes. Mais c'est super important. La balance spectrale, en fait, pourquoi? Alors, c'est la première étape ici, c'est les courbes de Fletcher et Monson. Les courbes de Fletcher et Monson, en gros, nous montrent que si on fait... Je vous la dessine à l'envers, mais là, on est à 20 Hz. Là, on est à 20K, ok. En gros, pour faire simple, nous, on entend très très bien cette zone-là, ok. Dans les basses, on entend très mal, et dans les aigus, on entend, mais un petit peu moins bien. Ok. En gros, c'est ça. Alors, quand vous verrez la courbe de Fletcher et Monson, elle est inversée, mais ça, c'est exactement ce que ça dit. Et donc, en gros, allez, pour vraiment schématiser, entre 1K et 5K, 5, 6K, ok.
en gros. Ça, c'est la zone qu'on entend le mieux, à laquelle notre oreille est la plus sensible. Tout simplement parce que c'est la zone d'intelligibilité de la voix humaine. Et à la base, on est des animaux sociaux, on a besoin de se comprendre pour la survie, à la base, hein. Donc voilà pourquoi notre oreille s'est développée comme ça. Les basses, on les entend très mal. Les aigus, on les entend pas très bien non plus, les extrêmes aigus. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mix, concrètement, qui a plus de mids, qui a plus de cette région-là, va naturellement sonner plus fort qu'un autre mix qui a que des basses, par exemple. Donc, c'est un des key points vraiment à comprendre, c'est que l'équilibre, la balance spectrale, le contenu fréquentiel de votre mix, globalement, va énormément, en fait, influencer sur le loudness ressenti. Un morceau où il y a une voix, des guitares, des synthés, plein de trucs qui vivent dans les mids et qui sont beaucoup moins chargés en basse, c'est beaucoup plus simple à faire sonner loud qu'un morceau genre techno, deep house, machin, où il y a genre un kick, une basse, un hat, quoi, par exemple, hein. Parce que simplement, l'énergie, globalement, n'est pas au même endroit. Donc si dans un mix, on a vraiment beaucoup d'énergie dans les mids, ça va être plus loud naturellement, plus simple à faire sonner loud, globalement. Si on a que des basses, bah, vu que par défaut on entend moins bien les basses et que en plus bah, les basses, en fait, de nouveau, on est toujours soumis à notre dynamique max, c'est-à-dire à notre plage, on a 0 ici, 0 dBFS max. Bah, quand on a un kick comme ça avec une grosse longueur d'onde, dès le moment où la longueur d'onde est maximisée, c'est-à-dire qu'elle est vraiment au max de ce qu'elle peut, bah, on peut pas faire sonner ça plus fort. Si on va plus fort et qu'on pousse plus fort ça, en fait, on va se mettre à clipper ici, 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 et ça, dès le moment où ça clippe dans un laps de temps assez long, ça s'entend. On entend le côté distorsion. D'accord? Alors, quelque chose qui est plus mid, en fait, on peut le pousser plus fort avant de vraiment entendre la distorsion. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est plus mid a des longueurs d'onde beaucoup plus courtes. Et du coup, si on clippe ça, les temps de clipping entre les waveforms sont plus courts par définition. Donc, l'oreille a plus de mal à capter les moments où ça sature. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un truc encore, c'est tout un topic, mais c'est juste pour vous illustrer que l'aspect fréquentiel de votre mix, en fait, et de nouveau, pourquoi? Parce que c'est pour ça que je vous disais ça au début, tout est défini de nouveau par cette première fucking étape-là. Si, par définition, vous allez arranger, créer une prod où il n'y a que des basses, enfin beaucoup de basses, qui est vraiment basée sur les basses, bah, ça va être plus dur, en fait, à faire sonner loud, tout simplement, de par son contenu fréquentiel. Et ça, c'est de la physique, vous ne pourrez pas vous battre, il n'y a pas de magie là autour, quoi. Ok? Donc, de nouveau, quand on arrange, machin, si on s'arrange pour quelques sons bien violents dans les mids, ça peut aider à tout de suite faire monter le loudness ressenti, quoi. De nouveau, à vous de voir hein, à quel point vous voulez jouer à ce jeu-là, à quel point vous voulez compromettre les choix artistiques pour le loudness. Ça, c'est pas moi qui décide, c'est vos tracks, c'est à vous de choisir. Moi, je fais que vous balancer ce que vous devez comprendre ici. Hein. Et ça, de nouveau, il y a tout un chapitre là-dessus. C'est un des trucs les plus importants, c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est ce qui peut faire la diff entre un mix, en fait, qui a beaucoup de dynamique, mais qui sonne plus loud qu'un mix qui est ultra crush, hein, donc plus dynamique, mais qui a que des basses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut avoir un morceau très crushé qui sonne potentiellement en fait pas très loud finalement parce qu'il n'a pas beaucoup d'éléments dans les mix dans la zone où on est sensible. VS un morceau qui est bien dynamique, qui respire et qui sonne plus fort parce que justement il est beaucoup plus chargé en mid. Typiquement de la pop avec la voix etc. Du rock aussi, c'est facile à faire sonner fort en fait et ça sonne fort assez naturellement parce que c'est très chargé en mids, quoi. Ça, à nouveau, il y a tout un chapitre super deep là-dessus dans ma formation Loudness Secrets, si ça vous intéresse, je vous remets tous les liens en dessous dans la description, excusez-moi. Ok, dans les courbes de Fletcher et Monson. Ensuite, nous avons l'équilibre master, donc ça rejoint un petit peu ça, mais pour pouvoir bien pousser un master et l'optimiser au max par rapport en termes de loudness, de densité, mais il faut quelque chose de très équilibré. Pourquoi? Si on a un master qui est déséquilibré d'une manière ou d'une autre, trop de basse, trop de ci, trop de ça, peu importe, du moment qu'il y a une région qui est déséquilibrée par rapport au reste, quand on va commencer un petit peu à optimiser ce master, à clipper, limiter, compresser, bah tout de suite, ce déséquilibre va beaucoup plus se ressentir et va déclencher en fait le process d'une certaine manière qui sera moins musicale, qui vous limitera plus dans là où vous pouvez aller, tout simplement. Alors que si vous êtes très bien équilibré, vous allez plus pouvoir pousser le mix va beaucoup mieux tenir en fait, va beaucoup mieux rester comme il est et va beaucoup mieux supporter le process qu'on pourrait amener potentiellement pour sonner plus fort. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, le dernier point, c'est pour ça que j'ai mis punch avec ici, c'est de se soucier du punch. Hein. Alors vraiment, le punch, par punch, je veux dire le ressenti des transients. Et attention, il faut bien différencier un truc. On peut avoir un ressenti de transient élevé, alors qu'en réalité, on mesure une dynamique qui est très faible, c'est-à-dire qu'en vrai, le master est croche de ouf, mais on ressent pour autant vachement bien les transients et le punch.
VS, on peut avoir un mix qui a beaucoup de dynamique, mais on ressent pas le transient, quoi. On ressent pas les punchs, on ressent pas le côté punchy comme ça. Alors, ça a plusieurs raisons. C'est parce que souvent, ça a mal été décidé avant, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné vraiment une priorité, une hiérarchie au transient et à quel élément doit taper le plus par rapport au reste. Et ça peut aussi être tout simplement c'est le cas classique que je vois le plus chez beaucoup de gens que je coach, c'est que les gens, pour sonner loud, ce qu'ils font, c'est que, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, ils crushent simplement leur master, quoi. Ils limitent à toc le master, ils limitent à toc leur piste, etc. Et le truc avec les limiteurs, c'est que ça peut être bien pour certains types de sources, mais les limiteurs aplatissent le son, donnent cet effet écrasé qui est pas du tout cool. Et en fait, quand vous limitez beaucoup, vous allez mesurer loud, vous allez mesurer des gros nombres, mais par contre, vous allez tout écraser et vous allez vraiment, en fait, comparer à un autre mix qui, lui, a du punch, sonner plat, flat et moins loud, du coup, moins devant, comme je vous le disais. Et donc, le punch par bande, c'est de se soucier par bande, c'est d'écouter votre master par bande. Vous pouvez écouter les basses, sub, écouter les mids, écouter les aigus et écouter à quel point vous avez du punch ou pas, quoi. Ok ? Si, quand vous écoutez chaque bande, c'est plat, d'accord ? Vraiment, vous ne ressentez pas vraiment de punch, vous avez l'impression que c'est assez écrasé, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous avez mal fait quelque chose quelque part, il faut revenir peut-être en arrière et peut-être rebosser sur le punch, tout simplement dans votre mix, dans votre prod, et voir à quel moment vous pouvez laisser certains éléments, les éléments les plus importants, comme le kick, snare, etc., suivant votre style de musique, taper et qui tapent plus, qu'ils aient vraiment le punch, qu'ils aient vraiment la place. Et vous devez ressentir ça sur le master. C'est très, très, très important. C'est un des facteurs clés qu'on identifie comme sonner bien, hein. Il y a la séparation, pour beaucoup de gens, un truc séparé, c'est un truc qui sonne bien. L'équilibre, c'est équilibré, ça sonne bien. Mais le troisième truc, c'est vraiment le punch, hein. Donc, vous pouvez sonner séparé, équilibré, mais si vous sonnez flat, c'est de la merde, hein. Donc, vraiment, concentrez-vous là-dessus. C'est très important, le punch. Et donc, le punch, comment le gérer ? Ça passe par toutes les étapes qu'on a vues avant, en vrai, hein. Vraiment, c'est laisser la place au bon transient au bon moment. Donc, le sidechain, séparation, éviter les masquages. Et aussi des traitements comme utiliser peut-être des transients designers, etc. Ou avoir des bons sons, tout simplement, qui sont punchy, designés, ou choisir des bons samples dès le début qui ont ce qu'il faut là où il faut, quoi. Ok ? Donc, pour finir, on a la dernière et peut-être plus importante étape, entre guillemets. Alors, celle-ci, je suis désolé, mais elle est plus avancée. On est obligé de rentrer un petit peu dans des trucs plus avancés. Pour les plus débutants d'entre vous, peut-être écoutez bien ce que je vais dire, mais il va falloir peut-être avoir un petit peu des notions un peu plus techniques pour bien maîtriser ces techniques-là. Donc, la densité. La densité, on parle souvent de loudness, ok ? C'est loud, c'est ci, c'est ça sonne fort, ok ? Mais concrètement, en fait, ce qu'on aime, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup, en réalité, hein, en musique électronique, c'est une esthétique, c'est un choix artistique, en réalité. Et c'est là où, en fait, personne ne peut vous dire « Non, c'est mieux quand ça sonne dynamique ». Non, parce que c'est aussi une esthétique, c'est un choix artistique. C'est devenu, en fait, un choix artistique. Dans beaucoup de genres de musique électronique, en tout cas. Donc, ça peut aussi se voir comme étant de la densité. Et la densité, concrètement, c'est le fait, justement, d'avoir des waveforms qui aient peu de différence, donc peu de dynamique, concrètement, qui ont moins de dynamique, mais dans lesquels, en fait, on perçoit les choses facilement et sans avoir besoin de mettre très fort. Si on prend un autre extrême, qu'on prend un mix qui est super dynamique, alors certes, dans un environnement d'écoute génial, avec des bons écouteurs, etc., il y a très peu de bruit de fond, ça va être super à écouter, parce que on a une forte dynamique, on se prend des gros transients dans la gueule, etc. Mais dès qu'on écoute ça dans des lieux un peu plus normaux, où il y a un peu plus de bruit de fond, avec des AirPods ou n'importe quoi, en fait, on va devoir mettre plus fort pour avoir l'impression d'entendre aussi bien les détails. La densité rapporte aussi les détails, en fait. C'est un petit peu ça, le truc. Ça remonte les petits détails, les niveaux faibles. Et c'est ce que les gens aiment bien. Et c'est ce choix esthétique, c'est aussi ça. OK ? Donc, c'est un truc à bien comprendre et du coup, qu'il faut appliquer dès le début. De nouveau, on en revient au sound design, à la prod, etc. Mais c'est le premier point que je voulais juste amener, c'est amener de la densité. Donc, ça va être vraiment un choix à faire dès le début. Et alors après, il y a des techniques, il y a des tools, notamment la parallèle compression, la saturation, encore une fois, le clipping, le limiting sur certains types de sources, etc. Donc, ça passe aussi par des manières de process votre son.
qui amène en fait cette densité, tout simplement. Un autre exemple, en sound design, beaucoup de gens utilisent OTT par exemple, dans leur synthé, leur basse, etc. OTT, qu'est-ce que ça fait? Ça remonte tous les bas niveaux, ça écrase les hauts niveaux, enfin ça crée vraiment une énorme densité aux sources. Donc quand on design dans ce genre de process, par défaut, dès le début, on a des trucs très denses. Et donc après, on va additionner des trucs très denses qui vont être sidechainés, intégrés, etc., d'une manière bien technique. Et au final, on se retrouve avec un truc très dense naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller dans cet état d'esprit-là dès le début et non pas faire l'inverse. Ici, on parle de process master. Donc ce qu'il ne faut absolument pas faire sur le process master, c'est écraser votre master avec un limiteur, par exemple. Personne fait ça. Dites-vous un truc, c'est que les mecs qui savent ce qu'ils font des trucs très loud, ils ne limitent pour la plupart pas leur master ou très très peu. Le limiting, c'est genre 1-2 dB pour amener en fait un son. On va même pas se servir en fait d'un limiteur pour le côté loudness, mais plus pour le côté glu qu'il apporte en réalité. On va plutôt, si on doit pousser le master dans un process, clipper en réalité. On va plutôt faire du clipping. Donc après, il y a différentes manières de faire du clipping, etc. Mais on va plutôt se reposer sur du clipping si on doit se reposer sur du master, sur quelque chose. Et en fait, le but étant de clipper un minimum votre master. Parce que si vous faites ce que je vous ai montré avant bien, en fait, vous pouvez arriver avec un master qui est clippé 1 ou 2 dB, mais qui est déjà super loud, parce que tout le loudness, en fait, a été fait avant. A été fait déjà à la prod, à l'arrangement, tout est optimisé pour, plus même encore au mix. Et en final, sur votre master, vous pouvez très bien vous retrouver à faire pas grand-chose. Alors ça, de nouveau, c'est tout un topic, process master vs process dans les pistes, etc. Il y a pas ces deux écoles, il n'y en a pas une qui est mieux. On peut obtenir les mêmes résultats des deux manières, mais voilà. OK? Donc, juste pour vous dire, n'écrasez pas votre master, s'il vous plaît, dans des limiteurs ou dans du process de manière générale. Sur votre master, vous ne devez pas heavy process comme des ports avec des compresseurs, des machins, tout ce que vous voulez. C'est vraiment que ça cache une faiblesse. Si vous faites ça, c'est que vous vous reposez à mort sur une grosse chaîne master. Ça, en fait, j'ai pas envie de vous dire que ça ne se fait pas parce que c'est possible de le faire. Si on sait ce qu'on fait, on peut le faire et on peut très bien sonner comme ça. Mais d'une manière générale, à votre niveau, en fait, c'est plutôt pas bon signe si vous faites ça parce que ça veut dire que vous n'avez pas les skills pour le faire dès le début. Et plutôt travailler sur les skills pour comprendre comment ça se fait dès le début plutôt que de vous reposer sur des chaînes master qui écrasent tout et qui, certes, montent l'UFS, mais qui ne vous permettent pas d'être très optimal dans la manière dont vous sonnez. Ok ? Mais voilà, de manière générale, si vous devez faire quelque chose sur votre master, partez sur du clipping. Il y a beaucoup de mecs en réalité qui clippent même leur master, ce qui revient au même que de faire du hard clipping. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais ça reste une forme de clipping. Ok, donc ils sont très hot dans le master, ils exportent ça en 24 et du coup ça hard clip le master. Et si on le fait depuis le début et qu'on sait ce qu'on fait, ça peut très bien sonner. Il y en a beaucoup qui le font, mais on peut aussi clipper avec un plugin. Il y a plein de plugins de clipping. Renseignez-vous un petit peu. J'ai déjà fait 1000 vidéos là-dessus. Allez chercher sur le channel. Donc ok, plutôt clipping que limiting. Limiting, c'est vraiment pour le côté son, c'est vraiment ce côté glu que ça apporte. Ça apporte une sorte de patine. Il y a des limiteurs comme ça qui vont un petit peu merge les choses, qui écrasent en quelque sorte les choses, mais suivant si on arrive avec beaucoup de transients, ça peut un peu aider à amener une patine, une sorte d'effet glu, un petit peu comme un compresseur si vous voulez. Et on va plutôt se servir d'un limiteur pour ça sur le master si on s'en sert. Sinon, si on veut du pur loudness, du pur power, de la pure patate, c'est plutôt clipping. D'accord ? Et l'autre point, c'est en fait, si vous le faites dès le début, c'est-à-dire que si vous mixez dedans, en fait, ça aura tendance à mieux sonner parce que toutes vos décisions auront été prises, excusez-moi, dans ce process, dans ce clipping. Et donc, vous aurez optimisé naturellement, instinctivement tout pour que ça sonne bien de manière clippée dès le début. VS, si vous mettez ça à la fin, vous allez voir que vous allez pouvoir clipper un petit peu, mais beaucoup, beaucoup moins que si vous l'aviez mis dès le début. Et du coup, ça va vous faire revenir dans le mix, retoucher les trucs. Et là, vous partez dans une sorte de bataille d'aller-retour sans cesse et vous allez faire surtout des compromis de son, tout simplement pour sonner fort. Et donc voilà, je veux pas forcément non plus, c'est pas forcément la meilleure manière de faire, d'accord ? Et donc la chaîne master, pour finir, je l'ai déjà un petit peu dit, une chaîne master, ça peut être très bien, mais ne vous reposez pas là-dessus au début, en tout cas quand vous apprenez, quand vous êtes un petit peu, quand vous n'êtes pas encore vraiment avancé pour faire vraiment votre loudness. Bien entendu, si on sait ce qu'on fait, on peut faire une super chaîne master, plus toutes ces techniques qu'on fait avant, et là c'est le summum, c'est le meilleur des deux mondes, on est bien d'accord. Mais de manière générale, c'est que pour les plus débutants, vraiment,
apprenez à faire les choses, apprenez toutes ces choses que je vous ai montrées là, il y a déjà énormément. Donc en vrai là, sincèrement, je vous file littéralement le le programme de ce qu'il faut connaître, savoir vraiment, pour, faire du «bon landness» entre guillemets. Donc maintenant voilà, vous pouvez bien sûr aller chercher les infos de votre côté, formez-vous. Pour ceux qui veulent vraiment en fait gagner du temps, aller plus loin, avoir tout, au même niveau et avoir plus qu'à se former rapidement dessus, avec un vrai, suivi, un vrai contenu mis sous une certaine forme, une vraie structure d'apprentissage avec des vraies techniques basées sur plus de 15 ans, de techniques ici, hein, que j'applique au studio pour faire des mix, des masters sur des clients et aussi sur que j'apprends aussi à des gens que je coach, hein, en passant. Là, vous avez ma formation Learn Secrets qui est à moins 50% les amis. Donc si ça vous intéresse, si vraiment en plus, bah, vous voulez soutenir les vidéos que je vous fais sur YouTube, comme personne d'autre, parce qu'on va pas se mentir, je pense sincèrement que je vous dévoile vraiment des choses que personne d'autre vous dévoile sur YouTube. Bah voilà, c'est win-win. Vous pouvez aller checker, je vous mets tous les liens dans la description. Si vous voulez d'autres vidéos sur le Learnness, vous pouvez cliquer ici. Les gens, c'était Igor chez Studio, je vous dis à plus. Ciao.